Bonjour, je m'appelle Charlotte Crispin et je travaille dans la division acoustique façade et menuiserie du CSTC. Je vais vous présenter ici quelques directives de construction pour assurer une haute isolation acoustique entre maisons mitoyennes. Cette présentation fait partie d'une série de formations consacrées à l'acoustique du bâtiment. Dans cette présentation, je vais commencer par rappeler les différents chemins de transmission du bruit que l'on rencontre dans les bâtiments. Je préciserai ensuite la problématique de ces chemins de transmission dans le cas de maisons mitoyennes dont la paroi de séparation est composée d'un double mur et ayant un plancher continu, c'est-à-dire un plancher commun aux deux logements. Nous verrons ensuite brièvement l'amélioration apportée par un plancher interrompu et ensuite un double mur sans ancrage avec plancher interrompu. Ce dernier cas permet d'atteindre de très bonnes performances acoustiques, c'est-à-dire des isolations en DNTW de plus de 60 dB, pour autant que la réalisation soit bien exécutée. Nous verrons donc dans les points suivants les précautions à prendre lors de la réalisation d'un double mur sans ancrage avec plancher interrompu, c'est-à-dire les précautions à prendre au niveau des ponts structurels, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau des locaux sous toiture et au niveau de la façade. On terminera par quelques informations complémentaires. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visionner les autres webinaires consacrés à l'acoustique du bâtiment qui sont mentionnés ici. Commençons par un rappel sur les transmissions du bruit. En acoustique du bâtiment, deux types de sources sont observées, les sources aériennes et les sources structurelles. Regardons à gauche ce qui se passe quand un local d'un bâtiment est soumis au bruit aérien. En fait, les bruits aériens prennent naissance et se propagent d'abord dans l'air en mettant en mouvement les molécules présentes dans l'air. Il s'agit de bruits provenant de conversations, de la télévision, d'un instrument de musique, etc. Ces mouvements d'air viennent alors frapper toutes les parois du local en question et ces parois se mettent alors à vibrer et donnent naissance à des ondes structurelles qui se propagent dans tout le bâtiment. La propagation au travers de la paroi de séparation est appelée la transmission directe. La propagation au travers des autres éléments connectés est appelée la transmission latérale. Par exemple, ici, si la paroi côté émission est mise en vibration, elle va transmettre donc ces ondes structurelles à la paroi de l'étage supérieur et cette paroi va alors à son tour vibrer et rayonner du bruit dans le local du voisin, en mettant en mouvement donc les molécules d'air de ce local. On peut donc comprendre comment une source aérienne peut vite être dérangeante pour tout le voisinage. À droite, ici, nous illustrons la propagation d'un bruit structurel, ou plus souvent aussi appelé bruit de choc. Ces bruits sont issus d'un choc appliqué directement à un élément de la structure. Ces bruits sont par exemple des bruits de pas ou des chutes d'objets qui mettent en vibration le plancher. Mais ça peut également être des bruits transmis sur une paroi par des systèmes d'ancrage d'un escalier par exemple. Alors une fois l'élément mis en vibration, eh bien, il y aura également génération d'ondes structurelles qui vont se propager dans tout le bâtiment au travers des éléments connectés. Dans le cas d'un bruit de choc, un seul élément du local d'émission est mis en vibration. Bien souvent, donc, ce sera le plancher et on peut supposer donc qu'une bonne chape flottante pourrait être suffisante pour régler le problème. Par contre, dans le cas de bruit aérien, toutes les parois du local d'émission sont mises en vibration et donc une chape flottante ne sera pas suffisante. Regardons plus spécifiquement le cas des maisons mitoyennes dont la paroi de séparation est un double mur et qui ont un plancher continu, c'est-à-dire un plancher qui est commun donc aux deux logements. À gauche, nous illustrons les chemins de transmission entre des locaux adjacents qui sont situés de part et d'autre du mur mitoyen. Alors on retrouve bien évidemment donc la transmission directe ici en bleu foncé, donc qui traverse la paroi de séparation, mais on retrouve également toutes les transmissions latérales qui se propagent donc via le plancher.
c'est-à-dire donc les chemins en rouge FF, ici et donc via le plancher ici, en vert FD, ici, et celui-ci donc qui traverse toujours donc le plancher au niveau de la jonction, et donc en bleu ciel on a les chemins DF ici et ici. Alors ces chemins de transmission sont problématiques. Ils ne permettent pas d'atteindre, enfin du moins sans doublage sur toutes les parois, de haute isolation acoustique. Alors à droite, nous illustrons donc les chemins de transmission qui sont responsables de la propagation du bruit entre des locaux superposés. Alors le traitement de ces transmissions ne sera pas abordé dans ce webinaire, étant donné que les locaux appartiennent ici au même logement et qu'une isolation acoustique élevée n'est pas recherchée. Mais évidemment, ces transmissions seront bien évidemment à prendre en compte dans le cas de l'étude de l'isolation acoustique d'un immeuble à appartements. Nous venons de voir que les planchers continus étaient responsables de la propagation des transmissions latérales d'une maison mitoyenne à l'autre. C'est pourquoi, pour obtenir des hautes isolations, il est recommandé d'interrompre le plancher au niveau du mur mitoyen. Le graphique qui est présenté ici à votre droite compare l'isolation acoustique d'un double mur en bloc de béton creux de 14 cm. Donc il compare ici l'isolation acoustique en fonction de la fréquence. Vous avez ici les valeurs uniques pour la comparaison donc, de ces trois systèmes. Alors le premier système, donc c'est une double paroi composé donc de blocs de 14 cm, donc c'est des blocs creux de béton de 14 cm, mais couplés ici au pied par un plancher continu. Nous avons donc une isolation de 58 dB. Si on découple le plancher, donc on l'interrompt ici au niveau de la jonction, mais par contre, si on y applique des systèmes d'ancrage, on augmente l'isolation acoustique de 3 dB. Si par contre on découple complètement donc les parois de notre double mur, eh bien là on voit une forte augmentation de l'isolation acoustique et on obtient une isolation de 84 dB. Le double mur sans ancrage avec plancher interrompu représente donc la solution idéale pour obtenir une haute isolation acoustique entre maisons mitoyennes. Mais quelques précautions doivent toutefois être prises pour garantir ces hautes performances. Il faut prendre notamment quelques précautions au niveau du rez-de-chaussée, quelques précautions aussi au niveau d'éventuels ponts structurels, quelques précautions aussi au niveau des locaux sous toiture et enfin des précautions au niveau de la façade. Mais nous allons voir tout cela en détail dans les slides suivants. Si les précautions expliquées dans les slides suivants sont prises en compte, l'isolation acoustique entre les locaux des maisons mitoyennes ne dépendra pratiquement que de la transmission directe du bruit au travers de la double paroi. L'isolation acoustique sera donc d'autant plus élevée que la cavité est large et que les parois sont lourdes. Pour plus d'informations sur les doubles parois, vous pouvez toujours consulter le webinaire AC3 qui est consacré à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, de très bonnes isolations acoustiques peuvent être atteintes avec des doubles murs composés de terre cuite, de béton, de silico-calcaire. Toutefois, on recommande la mise en œuvre d'un double mur composé de parois de plus de 200 kg par mètre carré. Cette recommandation est faite afin de prévenir quelques erreurs d'exécution comme d'éventuels ponts structurels et également afin de limiter les transmissions latérales verticales au sein d'une même habitation. Alors, comment réaliser un bon double mur sans ancrage? Le but est donc d'éviter tout passage d'onde structurelle d'une paroi à l'autre. Le moindre point dur entre les deux parois peut faire chuter la performance du double mur de 5 à 10 dB selon la taille et le nombre de ces points de contact. Il convient donc de placer dans la cavité ici du double mur, la cavité de minimum 4 cm, une laine minérale de haute densité qui, outre les aspects thermiques, permettra d'éviter que des coulées de mortier ou de débris quelconques viennent liaisonner les parois du double mur, comme on peut voir ici sur la photo de droite. Alors pour une bonne mise en œuvre, on préconise de maçonner d'abord une première partie de la première paroi, de placer
une laine minérale haute densité ou un matériau similaire, et d'ensuite seulement ériger donc la seconde paroi. Toujours dans le but d'éviter des ponts structurels entre les parois du double mur, une attention particulière doit être portée lors de la mise en œuvre du béton de compression. Les risques de contact dur au niveau du béton de compression surviennent à cause d'une mauvaise exécution du coffrage, comme on peut le voir ici sur les photos de droite, où visiblement un coffrage commun a été placé donc, pour la mise en place du béton de compression, donc commun aux deux logements. Donc il est conseillé ici d'utiliser des profilés de rive, comme on peut voir ici sur la photo au centre et celle du dessous, ici, ou également des panneaux rigides, comme vous voyez sur la photo de gauche, donc au droit de la cavité et de part et d'autre de la laine minérale comme coffrage pour la couche de compression. Les coffrages doivent être indépendants aux deux logements. Nous allons voir maintenant les précautions à prendre au niveau du rez-de-chaussée. Les isolations acoustiques des locaux situés au rez-de-chaussée sont essentiellement déterminées par les transmissions latérales via les fondations. Les flèches en rouge, ici, sur le schéma de gauche, illustrent ces chemins de transmission. Le premier conseil est donc de poser une chape flottante au minimum ici au niveau du rez-de-chaussée afin de limiter le chemin de transmission en pointillés rouges ici qui se fait via les fondations. Alors les figures au centre ici montrent quelques solutions pour réduire les autres chemins de transmission, c'est-à-dire les flèches rouges pleines, et pour atteindre des isolations acoustiques de l'ordre de 58 dB avec des parois de masse surfacique de 125 kg par mètre carré. Alors pour réduire la propagation des ondes structurelles, il y a principalement deux règles. Il faut que le chemin de transmission soit long, car les ondes s'affaiblissent avec la distance. Alors un chemin long peut être obtenu avec des fondations profondes, donc en présence de caves, donc comme c'est ici illustré sur la figure au centre B, donc ici c'est schématisé donc avec une cave. Donc le chemin de transmission va devoir passer par la cave, puis la fondation, remonter par la cave, puis repasser de l'autre côté, donc le chemin sera assez long, donc les ondes auront le temps de s'affaiblir. Si ce n'est pas le cas, alors il faut utiliser donc des bandes viscoélastiques. Alors ces bandes viscoélastiques, elles sont efficaces pour réduire donc les ondes structurelles et c'est une autre solution donc pour éviter donc ces transmissions latérales via les fondations. Alors à droite, on retrouve donc les mêmes solutions, mais ici avec des parois ayant des masses surfaciques supérieures à 150 kg par mètre carré, ce qui permet alors d'atteindre des niveaux d'isolation au niveau du rez-de-chaussée, donc toujours avec les chapes flottantes, des isolations de plus de 62 dB. Alors des solutions radicales donc consistent à complètement désolidariser donc les deux habitations, même au niveau des fondations. Donc évidemment, c'est des solutions plus onéreuses, mais qui évitent donc ces fameuses transmissions latérales. Alors regardons maintenant donc les problèmes que nous pourrions avoir vis-à-vis de l'isolation acoustique des locaux situés sous les toitures. Alors les chemins de transmission qui pourraient poser problème, c'est des chemins de transmission qui se font via des éléments communs comme les lithos ou les pannes, ou alors encore des chemins de transmission au travers duquel il manque de la masse, comme c'est illustré ici avec la flèche rouge. Donc vous voyez que pour ce chemin de transmission du bruit, eh bien, il n'y a que donc des placoplâtres sur le chemin de transmission qui n'ont pas une masse suffisante pour réduire donc ce chemin de transmission. Voici quelques détails d'exécution pour une bonne mise en œuvre du raccord d'une toiture traditionnelle avec le double mur sans ancrage. Au niveau des chevrons, ceux-ci doivent être posés de part et d'autre du double mur et contre les parois. De cette manière, les chevrons constituent un obstacle supplémentaire pour la transmission des bruits aériens, ce qui n'était pas le cas dans le slide précédent.
Le joint entre le chevron et la paroi du double mur doit être colmaté par exemple avec du mortier. Mais pour les joints inférieurs à 8 mm, il est préférable d'utiliser du mastic ou du silicone. Enfin, il faut appliquer une couche de laine minérale entre les chevrons au-dessus du double mur afin de prévenir la formation de ponts thermiques et acoustiques. Les pannes, illustrées sur la figure de gauche, peuvent être encastrées dans les parois du double mur, mais ne peuvent pas ressortir dans la cavité de celui-ci. Il faut veiller à une bonne étanchéité aux fuites. Les grandes fuites sont remplies de laine minérale, puis colmatées avec du mortier. Les petites fuites peuvent être comblées avec du mastic. Enfin, les lithos et la sous-toiture rigide, qui sont posés au-dessus des chevrons, doivent s'interrompre au droit de la cavité. Alors, quelques conseils aussi au niveau de l'utilisation de panneaux sandwich. Alors, en général, ces panneaux sandwich qui sont des bons isolants thermiques, mais ne sont pas acoustiquement bons parce que ce sont des éléments donc légers et rigides, donc ils transmettent facilement les ondes structurelles. Donc, pour éviter un chemin de transmission structurel flagrant ici qui est illustré en rouge, eh bien, nous allons voir dans le slide suivant qu'il faut en fait créer un espace, une déconnexion entre ces panneaux sandwich. Donc voilà pour la mise en œuvre des isolants de style panneau sandwich. Donc il faut que ces panneaux de toiture doivent être interrompus ici, comme vous voyez, au droit du double mur. Et l'espace entre les panneaux est rempli d'une laine minérale ou un matériau similaire, donc poreux et fibreux. Alors pour garantir une bonne isolation acoustique, on peut aussi prévoir des finitions intérieures en plaques de plâtre cartonnées, hein, et qui seraient fixées donc sur des profilés métalliques que vous pouvez voir ici, plutôt que directement sur le contre-latage qui donnent des connexions trop rigides. Donc les profilés métalliques ont un aspect ressort qui est plus intéressant que le contre-latage. Alors voici maintenant quelques conseils à respecter au niveau de la façade. Donc pour que notre double paroi fonctionne bien, il faut éviter toute transmission structurelle, transmission aérienne parasite. Donc il faut veiller aussi à ce que le mur intérieur, la paroi intérieure de notre mur de façade doit également être interrompue, donc au niveau de la jonction avec la double mur, comme vous pouvez voir ici. Alors pour obtenir de très bonnes performances acoustiques, il est également recommandé alors d'interrompre le parement de la façade, comme c'est illustré sur la figure de gauche et aussi illustré sur les schémas des figures ici à droite. Et alors l'isolant thermique qui est mis donc dans la cavité, donc entre le parement et la paroi intérieure du mur de façade, eh bien cet isolant thermique doit être un matériau également acoustique, c'est-à-dire un matériau qui doit être poreux et fibreux. Donc ne pas utiliser des mousses de PU ou de PS qui sont des isolants thermiques mais qui n'ont pas de bonnes propriétés acoustiques parce qu'elles sont légères et rigides, et donc la moindre fuite acoustique ici serait transmise. Donc les vibrations sont très bien transmises par les éléments légers et rigides, et donc il y aurait un chemin privilégié pour le bruit dans ce cas-ci. Donc il faut plutôt utiliser donc des matériaux, des isolants poreux et fibreux comme c'est illustré sur la figure au centre. Alors voici quelques dernières informations complémentaires. Alors dans la mesure du possible, donc, il faut essayer de s'abstenir de fixer au mur mitoyen des éléments qui pourraient vibrer, comme par exemple un escalier ou des conduites, des canalisations ou des installations sanitaires. Cette recommandation vise essentiellement à prévenir d'éventuels problèmes qui auraient eu lieu, par exemple s'il y a eu quand même des ponts thermiques, eh bien on évite ainsi le risque de voir des ondes structurelles se transmettent d'une paroi à l'autre, surtout que des escaliers ou des installations techniques émettent quand même beaucoup d'énergie lorsqu'elles vibrent dans les parois, et donc ça pourrait être une source de problème. Donc on voit ici une figure à droite où l'escalier est complètement désolidarisé donc du mur mitoyen.
Je vous remercie pour votre attention. Ce webinaire a été réalisé dans le cadre de la guidance technologique éco-construction de Bruxelles. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller donc voir sur les sites référencés ici. Je vous remercie.